Il existe un schéma dans la richesse générationnelle que la plupart des gens ne comprennent pas. Devenir riche est difficile. Rester riche pendant une génération est plus difficile encore. Rester riche pendant 5 générations est presque impossible. En 1973, lorsque 120 descendants Vanderbilt se sont réunis pour une réunion de famille, aucun d'entre eux n'était millionnaire. Les Vanderbilt sont passés de la famille la plus riche d'Amérique à la faillite en 3 générations. C'est le schéma normal. Les fortunes construites en une génération sont dépensées en 3. Mais il existe une famille qui a brisé ce schéma. Une famille qui est restée riche non pas pendant 3 générations, mais pendant 8. Non pas pendant 50 ans, mais pendant 210 ans. Non pas dans un seul pays, mais dans 5 nations simultanément. La famille Rothschild. En 1815, les 5 frères Rothschild contrôlaient plus de richesses que n'importe quelle famille royale d'Europe. En 1850, ils étaient considérés comme la 6e grande puissance d'Europe aux côtés de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Pas une nation, une famille. En 1900, les Rothschild étaient toujours la famille la plus riche du monde. En 2025, après 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, le communisme, le fascisme, l'hyperinflation et 8 générations, les Rothschild valent toujours entre 400 milliards et 1 trillion de dollars répartis entre des centaines de descendants. Personne ne le sait avec certitude. Parce qu'au contraire des Vanderbilt qui ont tout perdu, ou des Rockefeller qui diluent lentement leur richesse, les Rothschild ont maîtrisé quelque chose qu'aucune autre famille n'a réussi. La capacité de rester invisible tout en restant riche. La capacité de transférer le pouvoir à travers les générations sans perdre le contrôle. La capacité de survivre à chaque crise financière, à chaque guerre, à chaque révolution pendant plus de 2 siècles. Voici l'histoire de comment une famille est devenue la plus riche de l'histoire. Non pas grâce à un fondateur brillant, mais grâce à un système, un réseau. Une stratégie qui fonctionne depuis 210 ans et qui continue. La stratégie des 5 fils, l'avantage informationnel, la stratégie de financer les 2 camps de chaque guerre, la capture des banques centrales et les mécanismes qui maintiennent la richesse en croissance même lorsque des membres individuels font des erreurs. C'est le modèle Rothschild. Et une fois que vous le comprendrez, vous comprendrez comment fonctionne réellement la richesse dynastique. Pas la version conte de fées, la vraie version où l'information est le pouvoir, les réseaux sont la richesse, et rester invisible est la clé pour rester riche. Avant d'entrer dans la façon dont ils l'ont fait, vous devez comprendre d'où ils sont partis. Parce que les Rothschild n'ont pas commencé comme des aristocrates fortunés. Ils ont commencé dans un ghetto. En 1744, Mayer Amschel Rothschild est né dans le Judengasse de Francfort, le ghetto juif, une seule rue à Francfort où les juifs étaient forcés de vivre, emmurés du reste de la ville. Par la loi, les juifs ne pouvaient pas posséder de terre, ils ne pouvaient pas rejoindre les guildes, ils ne pouvaient pas exercer la plupart des professions, mais ils pouvaient prêter de l'argent parce que la loi chrétienne interdisait l'usure, c'est-à-dire facturer des intérêts sur les prêts. Les Juifs n'avaient aucune telle interdiction. Ainsi, le prêt d'argent est devenu une profession juive, non par choix, par nécessité. Le père de Mayer Amschel était un petit changeur de monnaie et commerçant, rien de spécial. Quand son père est mort, Mayer avait 13 ans. Il a été envoyé travailler à la banque Oppenheimer à Hanovre. Il a appris la banque. Il a appris comment fonctionnaient les cours royales. Il a appris que les gens puissants ont toujours besoin d'argent. Et il a appris que la personne qui contrôle l'argent contrôle les gens puissants. C'était l'intuition qui a construit une dynastie. Dans la vingtaine, Mayer Amschel est retourné à Francfort. Il a commencé à négocier des pièces rares, pas de la monnaie, des pièces de collection. Pourquoi des pièces? Parce que la collection de pièces était à la mode parmi la noblesse européenne. Cela donnait à Mayer l'accès aux princes et aux ducs, des gens avec un vrai pouvoir. En 1769, Mayer est devenu facteur de cour du prince Guillaume de Hanovre. Cela signifie agent financier. Mayer gérait l'argent du prince Guillaume, l'investissait, le prêtait et prenait une commission. C'était le point d'entrée. Le prince Guillaume est devenu l'un des hommes les plus riches d'Europe en louant des soldats de Hesse aux Britanniques pendant la Révolution américaine.
30 000 mercenaires allemands payés par la couronne britannique. Et l'argent du prince Guillaume, des millions de livres, était géré par Mayer Amschel Rothschild. Mayer ne l'a pas seulement géré, il l'a multiplié. Il l'a investi à travers l'Europe, l'a prêté à d'autres gouvernements et a enrichi à la fois le prince et lui-même. Mais voici ce qui rendait Mayer différent de tous les autres juifs de cour, de tous les autres financiers. Il n'a pas gardé l'affaire pour lui-même. Il a construit un réseau. Il avait 10 enfants, 5 fils, 5 filles, et il a formé les 5 fils à la banque depuis l'enfance. Puis il a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Il les a envoyés dans différentes capitales financières d'Europe pour établir des banques. Pas une seule banque, 5 banques, une famille, 5 pays. Tous se coordonnant, tous partageant l'information, tous travaillant ensemble. Laissez-moi vous montrer la stratégie. En 1798, Nathan Rothschild, le troisième fils, a été envoyé à Manchester, en Angleterre. Puis à Londres, il est devenu M. Rothschild & Sons. En 1811, James Rothschild, le plus jeune fils, a été envoyé à Paris. Il est devenu de Rothschild frère. Salomon Rothschild a été envoyé à Vienne. Il est devenu M. von Rothschild. Karl Rothschild a été envoyé à Naples. Il est devenu Monsieur de Rothschild Figli. Et Amschel Rothschild Jr., le fils aîné, est resté à Francfort pour diriger Monsieur A. Rothschild & Sons. 5 frères, 5 villes, Francfort, Londres, Paris, Vienne, Naples. Ce n'étaient pas seulement les capitales financières d'Europe, c'étaient les capitales des 5 grandes puissances après la défaite de Napoléon. La Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, la Prusse et les États italiens. Les Rothschild avaient une banque dans chaque grande puissance simultanément. Et voici le génie. Ils sont restés une seule famille, une seule entreprise. Ils se coordonnaient. Si le gouvernement britannique avait besoin d'un prêt, Nathan à Londres pouvait l'arranger, mais l'argent pouvait venir de Salomon à Vienne ou de James à Paris. Si l'empereur autrichien avait besoin de financement, Salomon pouvait le fournir en utilisant des fonds de Nathan à Londres. Il déplaçait de l'argent à travers les frontières avant que les systèmes bancaires modernes n'existent. Ils pouvaient financer n'importe qui. Parce qu'ils avaient des frères dans chaque capitale, ils avaient des informations que personne d'autre n'avait. Des informations politiques, militaires, économiques. À une époque où la communication voyageait à la vitesse des chevaux et des navires, les Rothschild avaient un réseau de courrier privé plus rapide que n'importe quel gouvernement. Ils utilisaient des pigeons voyageurs, des navires rapides, des messages cryptés. Ils savaient ce qui se passait à Paris avant le gouvernement britannique. Ils savaient ce qui se passait à Vienne avant le gouvernement français. Cet avantage informationnel valait plus que l'or. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ils l'ont utilisé. 1815, la bataille de Waterloo. Napoléon s'est échappé de l'exil. Il a levé une armée. Toute l'Europe était de nouveau en guerre. Le résultat déterminerait l'avenir du continent. Si Napoléon gagnait, la France dominerait l'Europe. Les obligations du gouvernement britannique s'effondraient. Si la Grande-Bretagne gagnait, Napoléon était fini. Les obligations britanniques monteraient en flèche. La bataille a eu lieu le 18 juin 1815 près de Waterloo dans l'actuelle Belgique. Nathan Rothschild était à Londres. Le résultat de la bataille mettrait des jours à atteindre Londres par les canaux officiels, mais Nathan avait des agents sur le champ de bataille. Au moment où Wellington a vaincu Napoléon, un agent Rothschild nommé Rothworth s'est précipité vers la côte. Il a pris un bateau à travers la Manche. Il est arrivé à Londres le 20 juin, un jour complet avant le messager officiel. Nathan Rothschild connaissait le résultat de Waterloo avant le gouvernement britannique, avant que quiconque à Londres ne le sache. Voici ce qu'il a fait et ceci est documenté. Nathan est allé à la bourse de Londres. Il s'est tenu à sa place habituelle et il a commencé à vendre massivement des obligations du gouvernement britannique. Tout le monde à la bourse regardait Nathan. Les Rothschild savaient toujours en premier. Si Nathan vendait, cela signifiait de mauvaises nouvelles. Cela signifiait que Napoléon devait avoir gagné. D'autres traders ont paniqué. Ils ont commencé à vendre.
Les obligations britanniques se sont effondrées. Le prix s'est effondré. Et puis les agents de Nathan ont commencé à acheter discrètement, achetant tout au prix les plus bas. Quand la nouvelle officielle est arrivée le lendemain, Wellington avait gagné. Les obligations britanniques ont explosé. Nathan Rothschild a réalisé un profit estimé à 20 millions de livres sterling en 24 heures, ce qui équivaut à plus de 1 milliard de dollars aujourd'hui. À partir d'une seule transaction basée sur l'information. C'est la puissance de savoir avant les autres. Mais ce n'était pas un coup de chance. C'était le système. Les Rothschild avaient le réseau de courrier le plus rapide d'Europe. Ils avaient des agents dans chaque capitale. Ils savaient toujours en premier. Et savoir en premier signifie gagner en premier. Après Waterloo, Nathan Rothschild est devenu le banquier le plus puissant d'Europe. Le gouvernement britannique avait besoin d'argent pour payer les dettes de guerre. Nathan a organisé les prêts. L'Autriche avait besoin de financement. Salomon a organisé les prêts. La France avait besoin de reconstruction. James a organisé les prêts. Les Rothschild sont devenus les financiers de l'Europe. Mais voici ce qui est crucial. Les Rothschild ne finançaient pas un seul côté. Ils finançaient tous les côtés. Si deux pays entraient en guerre, les Rothschild prêtaient de l'argent aux deux. Cela garantissait qu'ils gagnaient toujours. Peu importe qui gagnait la guerre, les Rothschild récupéraient leur argent avec intérêt. C'est la stratégie des deux côtés. Financer tous les participants. Vous ne pouvez pas perdre. Cela peut sembler cynique, mais c'est brillant. Les Rothschild ne se souciaient pas de la politique. Ils se souciaient des affaires. Leur rôle n'était pas de choisir des camps, mais de fournir du capital. Et en fournissant du capital à tous les camps, ils sont devenus indispensables à tous. Aucun gouvernement ne pouvait se retourner contre eux sans risquer de perdre l'accès au financement. C'était le pouvoir, pas le pouvoir militaire, le pouvoir financier. Contrôlez l'argent, vous contrôlez les résultats. Dans les années 1820, les Rothschild finançaient les gouvernements à travers l'Europe. Ils ont émis des obligations pour la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, la Prusse, Naples, même l'Empire ottoman et les nouvelles nations d'Amérique latine. Si un gouvernement avait besoin d'argent, il allait voir les Rothschild. Et les Rothschild facturaient des commissions sur chaque prêt, chaque émission d'obligations, chaque transaction. Ces commissions s'additionnaient, des millions de livres par an. Et parce que les 5 frères coordonnaient, ils pouvaient déplacer des fonds à travers les frontières instantanément. Si Londres avait besoin de plus de liquidités, Paris ou Vienne pouvaient envoyer de l'argent. Si Vienne avait une opportunité, Londres pouvait financer. C'était un réseau de capital mondial avant que les banques mondiales n'existent. Maintenant, les Rothschild ne se contentaient pas de prêter de l'argent. Ils investissaient. Ils achetaient des mines, des chemins de fer, des vignobles, de l'immobilier. Ils diversifiaient parce qu'ils savaient que prêter de l'argent comportait des risques. Les gouvernements font défaut. Les guerres détruisent la richesse. Mais si vous possédez des actifs dans plusieurs pays, si vous possédez des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie, vous survivez aux crises. Les Rothschild possédaient des mines d'or et de cuivre en Espagne, des mines de charbon en Autriche, des vignobles en France, des domaines en Angleterre, des actions dans les chemins de fer à travers l'Europe. Quand les révolutions de 1848 ont balayé l'Europe, détruisant des gouvernements et effondrant les marchés, les Rothschild ont survécu parce qu'ils étaient diversifiés. Certains de leurs prêts ont fait défaut, oui. Certains actifs ont perdu de la valeur, oui. Mais d'autres actifs ont gagné. Et dans l'ensemble, la famille est restée riche. C'est la puissance de la diversification. Répartissez le risque. Ne mettez pas tout votre patrimoine dans un seul pays, une seule industrie, un seul actif. Les Rothschild l'ont compris en 1820. La plupart des gens ne le comprennent toujours pas en 2025. Les Rothschild ont également maîtrisé quelque chose que la plupart des riches ne maîtrisent pas, la discrétion. Ils ne se vantaient pas. Ils ne construisaient pas les palais les plus extravagants. Ils n'annonçaient pas publiquement leur richesse. Ils restaient tranquilles. Pourquoi? Parce que la richesse visible attire l'envie. L'envie attire les ennemis.
Les ennemis essaient de vous détruire. Les Rothschild ont compris que rester invisible était une stratégie de survie. Contrairement aux Vanderbilt qui ont construit des manoirs massifs et organisé des fêtes somptueuses, les Rothschild vivaient bien mais discrètement. Ils possédaient de beaux domaines, mais ils n'essayaient pas d'avoir le plus grand château. Ils collectionnaient de l'art, mais ils ne se vantaient pas de leur collection. Ils menaient leur vie privée en privé. Cette discrétion les protégeait. Pendant les révolutions, quand les foules brûlaient les maisons des riches, les propriétés Rothschild étaient moins ciblées parce qu'elles étaient moins voyantes. Pendant les changements de gouvernement, quand les nouvelles autorités saisissaient la richesse, les Rothschild étaient moins visés parce qu'ils étaient moins visibles. La discrétion les protégeait également dans les affaires. Si personne ne sait exactement combien vous valez, personne ne peut négocier contre vous efficacement. Si vos concurrents ne savent pas où se trouvent vos actifs, ils ne peuvent pas les attaquer. L'invisibilité est un bouclier. Les Rothschild l'ont compris en 1830. Les milliardaires modernes le réapprennent aujourd'hui. C'est pourquoi tant de personnes ultra riches évitent désormais les médias sociaux, évitent les interviews, évitent d'apparaître sur les listes Forbes. Ils ont appris des Rothschild. La richesse privée est une richesse protégée. Maintenant, parlons de la façon dont les Rothschild ont transféré la richesse à travers les générations. Parce que c'est là que la plupart des familles échouent. La première génération construit la richesse. La deuxième génération la maintient. La troisième génération la dépense. C'est le schéma. Pourquoi? Parce que la troisième génération ne sait pas comment l'argent a été gagné. Ils n'ont pas vécu les luttes. Ils n'ont pas appris les compétences. Ils héritent simplement de l'argent et le dépensent. Les Rothschild ont évité cela en créant un système. Premièrement, ils ont établi des règles strictes sur qui héritait et comment. Les fils héritaient, pas les filles. Cela peut sembler injuste selon les normes modernes, mais cela servait un objectif. Cela gardait la richesse concentrée au lieu de la diluer à travers des dizaines de descendants. Les filles recevaient des dots et se mariaient dans d'autres familles riches, créant des alliances. Mais le contrôle de l'entreprise restait avec les fils. Deuxièmement, les fils devaient travailler dans l'entreprise familiale. Vous ne pouviez pas simplement hériter de millions et partir à la plage. Vous deviez apprendre la banque. Vous deviez gérer des prêts, négocier avec des gouvernements, comprendre les marchés financiers. Chaque génération était formée dès l'enfance. Les enfants Rothschild apprenaient plusieurs langues, étudiaient la finance, travaillaient dans les banques familiales. Au moment où ils héritaient, ils savaient déjà comment gérer l'argent. Troisièmement, les Rothschild se mariaient entre cousins. Cela peut sembler étrange, mais c'était stratégique. Les mariages entre cousins gardaient la richesse dans la famille. Si un Rothschild de Londres épousait un Rothschild de Paris, les deux branches restaient connectées. La richesse ne sortait pas de la famille. Les secrets de l'entreprise ne sortaient pas de la famille. Le contrôle ne sortait pas de la famille. Entre 1824 et 1877, sur 58 mariages de Rothschild, 30 étaient entre cousins germains. Ce n'était pas une coïncidence, c'était politique. Quatrièmement, les Rothschild utilisaient des fiducies et des structures juridiques pour protéger la richesse. Ils ont créé des partenariats où la richesse était possédée collectivement et non individuellement. Si un frère mourait, sa part allait aux autres frères, pas aux héritiers extérieurs. Cela gardait le contrôle de l'entreprise intacte. Ils utilisaient également des fiducies pour transférer la richesse aux générations futures sans taxe. Ils structuraient les actifs à travers plusieurs entités dans plusieurs pays pour minimiser l'exposition fiscale. Ces mécanismes créés dans les années 1800 sont toujours utilisés par les familles riches aujourd'hui. Fiducie, holdings, fondations, structures offshore, les Rothschild ont été les pionniers de ces outils. Et ils fonctionnent. C'est pourquoi la famille Rothschild est toujours riche 8 générations plus tard alors que la famille Vanderbilt était fauchée à la génération 3. Les Vanderbilt n'avaient pas de règles. Ils n'avaient pas de structure. Ils avaient juste de l'argent. Et l'argent sans structure disparaît. Parlons maintenant d'un autre facteur clé du succès des Rothschild, le contrôle des banques centrales. Au XIXe siècle, les gouvernements ne contrôlaient pas leur propre monnaie de la façon dont ils le font aujourd'hui.
Les banques privées émettaient de la monnaie, les gouvernements empruntaient auprès de banquiers privés, et les Rothschild sont devenus les banquiers des gouvernements. En Grande-Bretagne, Nathan Rothschild était si influent qu'on disait qu'il contrôlait la Banque d'Angleterre. Il n'en était pas propriétaire, mais il la finançait. Il organisait les obligations du gouvernement britannique. Il fournissait des liquidités pendant les crises. En France, James de Rothschild était le banquier de l'État français. Il finançait les guerres, les chemins de fer, les projets d'infrastructure. En Autriche, Salomon finançait l'empire des Habsbourg. À Naples, Karl finançait le royaume. Les Rothschild étaient devenus les prêteurs des rois. Et quand vous prêtez de l'argent aux rois, vous contrôlez les rois. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Si un roi a besoin d'argent pour financer une guerre, et que vous êtes le seul qui peut fournir cet argent, le roi fait ce que vous dites, pas parce que vous le lui ordonnez, mais parce qu'il a besoin de vous. C'est ainsi que les Rothschild influençaient la politique. Pas par la force, par le financement. Vous voulez construire un chemin de fer? Nous le financerons. Vous voulez faire la guerre? Nous le financerons. Vous voulez stabiliser votre monnaie? Nous le financerons. Mais en échange, nous voulons de l'influence, nous voulons de l'information, nous voulons un accès. Et les gouvernements donnaient cet accès parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les Rothschild étaient les seuls qui avaient assez de capital pour financer des nations entières. Au milieu des années 1800, les Rothschild étaient si puissants qu'on les appelait les rois des Juifs et les Juifs des rois. Ils avaient des relations avec tous les grands dirigeants d'Europe. La reine Victoria, Napoléon III, Metternich, Bismarck. Ces dirigeants consultaient les Rothschild sur la politique économique, parce que les Rothschild avaient des informations que personne d'autre n'avait. Ils savaient ce qui se passait dans tous les pays simultanément. Ils pouvaient voir des schémas que les gouvernements individuels ne pouvaient pas voir. Cette vision globale leur donnait un pouvoir énorme. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Les Rothschild ne gouvernaient pas le monde. Ils n'étaient pas une conspiration secrète contrôlant tout. C'est une exagération. Ce qu'ils étaient, c'était un réseau d'information et de financement extrêmement bien connecté. Ils avaient de l'influence, pas un contrôle absolu. Ils pouvaient façonner des résultats, pas dicter des résultats. Les gouvernements pouvaient toujours les ignorer. Mais ignorer les Rothschild signifiait perdre l'accès au capital. Et la plupart des gouvernements ne pouvaient pas se le permettre. Avançons rapidement vers le XXe siècle. Le monde a changé. 2 guerres mondiales. La montée du communisme et du fascisme, la Grande Dépression, l'hyperinflation en Allemagne, la nationalisation des banques. Les Rothschild ont perdu d'énormes quantités de richesses pendant cette période. En Russie, les bolcheviks ont saisi tous les actifs Rothschild. En Allemagne, les nazis ont saisi les propriétés Rothschild. En France, le gouvernement a nationalisé les banques Rothschild après la Seconde Guerre mondiale. Les Rothschild ont survécu à ces crises, mais ils n'en sont pas sortis indemnes. Ils ont perdu des actifs. Ils ont perdu des membres de la famille. Ils ont perdu de l'influence. Mais ils n'ont pas perdu le système. Les banques Rothschild à Londres, Paris, Zurich et New York ont survécu. Les membres de la famille ont émigré vers des pays plus sûrs. La richesse répartie à travers plusieurs pays et actifs a protégé la famille de la destruction totale. Quand leurs actifs russes ont été saisis, leurs actifs britanniques étaient toujours là. Quand leurs banques françaises ont été nationalisées, leurs opérations suisses sont restées privées. La diversification géographique les a sauvés. Si toute leur richesse avait été en Allemagne, ils auraient tout perdu pendant l'Holocauste. Mais parce qu'ils étaient répartis dans 5 pays, ils ont survécu. Après la Seconde Guerre mondiale, les Rothschild se sont réinventés. Ils sont passés du financement gouvernemental au conseil en investissement et à la banque privée. Ils ont commencé à gérer l'argent pour d'autres familles riches, pas seulement pour les gouvernements. Ils ont investi dans de nouvelles industries, le pétrole, la technologie, les produits pharmaceutiques. Ils se sont adaptés à l'économie moderne. Aujourd'hui, les entreprises Rothschild sont toujours actives. Rothschild co-gère des milliards d'actifs. Les membres de la famille possèdent des vignobles, des propriétés immobilières, des collections d'art, des participations dans des entreprises. Ils ne dominent plus la finance mondiale comme ils le faisaient en 1850, mais ils sont toujours extraordinairement riches.
Alors, que pouvons-nous apprendre du modèle Rothschild? Quels sont les principes qui expliquent leur succès sur 210 ans? Laissez-moi les décomposer. Premièrement, l'information et le pouvoir. Les Rothschild ont construit leur fortune sur un avantage informationnel. Ils savaient avant les autres, ils agissaient avant les autres. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie rester informé, lisez, recherchez. Comprenez ce qui se passe dans votre industrie, votre marché, votre économie avant que les autres ne le fassent. Les personnes qui savent en premier ont un avantage. Deuxièmement, la diversification et la survie. Les Rothschild ne mettaient jamais toute leur richesse dans un seul endroit. Ils possédaient des actifs dans plusieurs pays, des investissements dans plusieurs industries. Si un pays s'effondrait, les autres soutenaient la famille. Si une industrie s'effondrait, les autres portaient la famille. La diversification radicale protège contre les chocs catastrophiques. Ne mettez pas tout dans l'immobilier ou les actions ou une seule entreprise. Répartissez. Troisièmement, maintenez le contrôle familial. Ne confiez pas le contrôle à des étrangers. Les Rothschild ont encore des membres de la famille qui dirigent les grandes banques et entreprises d'investissement. Des gestionnaires professionnels assistent, mais la famille prend les décisions finales. Cela assure une réflexion à long terme. Les étrangers optimisent pour les bonus à court terme. La famille optimise pour la préservation sur des siècles. Quatrièmement, restez privé. Ne faites pas étalage de votre richesse. Ne vous faites pas une cible. Les Rothschild ne font pas de télé-réalité. Ils ne publient pas sur les médias sociaux à propos de leur richesse. Ils possèdent de beaux domaines, mais ils n'essaient pas d'avoir le plus grand yacht ou la fête la plus chère. La vie privée vous protège de l'envie, des poursuites, des saisies gouvernementales et des kidnappeurs. La richesse attire les prédateurs. La vie privée garde les prédateurs à distance. Cinquièmement, utilisez des fiducies et des structures juridiques. Les Rothschild ont été les pionniers de l'utilisation de fiducies pour transférer la richesse à travers les générations sans taxe. Ils utilisent des fondations pour les actifs artistiques et caritatifs. Ils utilisent des sociétés holding pour les actifs commerciaux. Ils structurent tout pour minimiser les taxes et maximiser le contrôle à travers les générations. C'est aussi le playbook Rockefeller. Mais les Rothschild l'ont fait en premier. Sixièmement, survivez aux crises, ne paniquez pas. Les Rothschild ont survécu aux guerres napoléoniennes, aux révolutions de 1848, à la Première Guerre mondiale, à la Révolution russe, à la Grande Dépression, à la Seconde Guerre mondiale, à l'Holocauste, aux nationalisations et à chaque crise financière depuis. Comment? En étant diversifiés, en ayant de la liquidité et en étant patients. Quand les actifs sont bon marché pendant une crise, ils achètent. Quand les marchés se rétablissent, ils profitent. C'est ainsi que vous transformez les crises en opportunités. Laissez-moi vous montrer les chiffres sur comment cela se compose. Disons que les Rothschild valaient 100 millions de dollars en 1850, une estimation conservatrice basée sur les comptes historiques. C'est la base de référence. Si cette richesse se compose à 7% par an, un taux raisonnable pour des investissements diversifiés, qu'est-ce que cela vaut aujourd'hui après 175 ans? Le calcul est le suivant. 100 millions de dollars composés à 7% pendant 175 ans égale environ 8 billions de dollars. Évidemment, ce n'est pas réaliste parce que les Rothschild ont eu des pertes pendant les guerres, les crises, les saisies. Mais même s'ils n'ont composé qu'à 5% après les pertes, c'est toujours plus de 400 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations de leur richesse actuelle. Maintenant, laissez-moi aborder l'éléphant dans la pièce. Pourquoi nous soucions-nous des Rothschild? Pourquoi est-ce important? Parce que l'histoire des Rothschild est l'histoire de la façon dont fonctionne réellement le système financier mondial, pas comment on nous dit qu'il fonctionne dans les manuels scolaires, comment il fonctionne réellement. Les Rothschild prouvent que l'information est le pouvoir. Celui qui sait en premier gagne. C'est toujours vrai sur les marchés financiers aujourd'hui. Les sociétés de trading à haute fréquence gagnent des milliards en étant des microsecondes plus rapides que les autres. C'est le même principe que les Rothschild utilisaient avec les pigeons voyageurs en 1815. Ils prouvent que le financement bat la propriété.
Vous n'avez pas besoin de posséder l'usine pour contrôler l'usine. Vous devez juste posséder la dette. Celui qui contrôle le financement contrôle l'entreprise. C'est vrai pour les sociétés, les gouvernements et les individus. La dette et le contrôle. Ils ont prouvé que les stratégies des deux côtés fonctionnent. Financez plusieurs côtés d'un conflit ou d'une affaire. Vous gagnez toujours. C'est ainsi que fonctionnent les banques modernes. Elles prêtent à des entreprises qui se font concurrence. Elles financent des acquisitions des deux côtés. Elles ne se soucient pas de qui gagne. Elles se soucient des frais. Ils prouvent que les crises sont des opportunités. Les Rothschild ont fait leur fortune initiale pendant les guerres napoléoniennes. Ils se sont étendus pendant les révolutions et les dépressions. Quand tout le monde panique, les gens avec du capital et de la patience font fortune. C'est ainsi que fonctionne le capital investissement aujourd'hui. Achetez des actifs en détresse pendant la crise. Vendez quand les marchés se rétablissent. Les Rothschild ont écrit ce playbook. Ils ont prouvé que la vie privée est la préservation de la richesse. Les familles qui ont fait étalage de leur richesse l'ont perdue. Les Vanderbilt. Les familles qui sont restées discrètes l'ont conservée. Les Rothschild. C'est pourquoi les milliardaires modernes apprécient de plus en plus la vie privée. Ils ont appris des Rothschild. Ils ont prouvé que les réseaux sont plus précieux que le génie individuel. Les Rothschild n'ont pas réussi parce que Meyer était l'homme le plus intelligent vivant. Ils ont réussi parce que 5 frères se sont coordonnés à travers 5 pays. Les effets de réseau ont créé un statut de superpuissance. C'est ainsi que fonctionne l'élite mondiale aujourd'hui. Davos, Bilderberg, des réseaux privés où l'information circule et où les affaires se font. Les Rothschild ont été les pionniers de ce modèle. Ils ont prouvé que la structure familiale détermine la préservation de la richesse. Des règles sur qui hérite, qui contrôle l'entreprise, comment la richesse est divisée. Ces règles comptent plus que la quantité de richesse avec laquelle vous commencez. Les Rothschild avaient des règles, les Vanderbilt non. C'est pourquoi une famille est toujours riche et l'autre ne l'est pas. Voici la leçon pour quiconque essaie de construire une richesse générationnelle. Vous ne serez pas les Rothschild. Vous ne serez probablement même pas les Rockefeller. Mais vous pouvez apprendre de leur schéma. Premièrement, l'information est le pouvoir. Restez informé. Lisez, recherchez, comprenez ce qui se passe avant les autres. Cela vous donne un avantage. Deuxièmement, diversifiez radicalement à travers les pays si possible. À travers les classes d'actifs certainement. Ne mettez pas tout dans l'immobilier ou les actions ou une seule entreprise. Répartissez. Troisièmement, construisez des systèmes, pas seulement de la richesse. Les Rothschild n'ont pas seulement accumulé de l'argent. Ils ont construit un système de coordination entre les frères. Ce système a généré de la richesse pendant des générations. Quel est votre système? Quatrièmement, la vie privée vous protège. Ne vous vantez pas, ne vous montrez pas. Les gens qui annoncent leur richesse deviennent des cibles. Les gens qui la cachent restent en sécurité. Cinquièmement, préparez-vous pour les crises. Gardez de la liquidité. Ayez des réserves. Ne soyez pas complètement investi quand tout est cher. Quand la crise arrive, et elle arrive toujours, vous serez celui qui achète au plus bas. Sixièmement, la gouvernance familiale compte. Si vous construisez une richesse à transmettre à vos enfants, créez des règles. Qui contrôle l'entreprise? Comment sont prises les décisions? Que se passe-t-il si un héritier est irresponsable? Les règles empêchent une génération de détruire ce qui a pris des générations à construire. Les Rothschild l'ont compris en 1810. La plupart des familles ne le comprennent toujours pas en 2025. C'est pourquoi la plupart des richesses familiales ont disparu à la 3e génération. Les Rothschild en sont à la génération 8 et continuent. Ce n'est pas de la chance, c'est un système. Voici ce que vous devez comprendre. Les Rothschild ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas des génies. Ils ne contrôlent pas le monde depuis une tanière secrète. Ils sont une famille qui a construit un système en 1810 et l'a suivi pendant 215 ans. Le système fonctionne. La stratégie des 5 fils, placer des membres de la famille dans différents marchés et coordonnés, fonctionne toujours. L'avantage informationnel, savoir avant que les autres ne sachent, fonctionne toujours. La stratégie de financement, contrôler le capital, contrôler les résultats, fonctionne toujours.
La stratégie de crise, acheter quand les autres paniquent, fonctionne toujours. La stratégie de vie privée, rester discret, rester riche, fonctionne toujours. La stratégie de gouvernance familiale, des règles qui préservent la richesse à travers les générations, fonctionne toujours. C'est le modèle Rothschild. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours riches après 200 ans, 8 générations, 2 guerres mondiales, un holocauste, plusieurs révolutions et d'innombrables crises financières. Ils ont construit un système qui survit. Et ce système a généré plus de 500 milliards de dollars de richesse familiale. La famille la plus riche de l'histoire, non pas parce qu'ils sont les plus intelligents, mais parce qu'ils sont les plus systématiques. 210 ans, 8 générations, 5 pays, des centaines de descendants, toujours riches, toujours influents, toujours privés. C'est la dynastie Rothschild. Si cela a changé votre façon de voir la préservation de la richesse et la stratégie familiale, sachez que les Rothschild ne sont pas la seule famille à utiliser ces schémas. Les ultra-riches utilisent tous des variations du même système. Et comprendre le système est la première étape pour construire le vôtre. Les Rothschild prouvent que les dynasties sont possibles, que la richesse peut durer des siècles si vous construisez la bonne structure. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est de savoir si vous êtes prêt à construire le système qui le rend possible. Les Rothschild ont construit le leur en partant d'un ghetto en 1744. Où commencez-vous et quel système construisez-vous? L'histoire a les réponses. Et les Rothschild en ont écrit le plan.